désir est de la nature du mental, et ce mental, lui, est basé sur les traces laissées. Ce mot est important parce que il va falloir qu'à un moment donné, on se dise « mais je pense, mais je pense avec de la mémoire. » Et la mémoire, c'est les traces laissées. Les traces laissées. Voilà ce qu'on fait lorsqu'on est dans notre mental. On est en relation avec les traces laissées de ce qui a été vécu dans le passé. Alors on parle du passé, on parle du futur, mais simplement se dire, mais les traces laissées, c'est ça le mental, c'est des traces laissées, c'est de la mémoire. Eh bien oui, c'est de la mémoire. Ce qui veut dire que on n'est pas en relation avec le monde quand on vit. On est en relation avec notre mental. Vous voyez, il y a une chose qui est importante, c'est que lorsque on sort et qu'on voit notre voisin, on ne regarde pas notre voisin. On n'est pas en relation avec notre voisin. On n'est pas en relation avec la rue. On n'est pas en relation avec le monde. On est en relation avec ce qu'on pense du voisin, avec ce qu'on pense de la rue, avec ce qu'on pense de la société. À travers le filtre du mental. À travers le filtre du mental. Et qu'est-ce que c'est que ce filtre ? Il va être important dans notre vie de chaque jour de prendre conscience du phénomène d'écran mental, cet écran qui s'interpose dans nos relations avec le monde. Il va être important d'observer et de découvrir ce phénomène en ce qu'il est dans sa nature. Lorsque nous voyons ou croisons des gens que nous connaissons, ou bien tout simplement lorsque nous y pensons, l'image en nous est comme entourée d'un champ psychique sensible. Ce champ psychique est une unité mémorielle faite de tout ce que nous avons vécu, pensé, ressenti au contact des personnes. Une unité mémorielle que nous appelons communément un sentiment. Lorsque nous voyons une personne que nous connaissons, un sentiment vibre en nous et nous éprouvons sensiblement la vibration du sentiment. Nous savons lorsque nous aimons une personne ou bien lorsque nous ne l'apprécions guère en fonction de la vibration du sentiment. La vibration de ce que nous ressentons du sentiment est liée à ce que nous avons vécu au contact de la personne, mais également à chacune de nos pensées émises à son sujet. Voyez comme un sentiment est versatile. Il nous est tous arrivé d'aimer une personne, puis ne plus du tout l'apprécier quelque temps après pour X raisons. La résurgence de la mémoire, que nous appelons sentiment, est vécue dans une unité, et celle-ci crée en nous un écran mental. Prenons un exemple simple. Nous avons tous dans notre quartier des voisins que nous croisons journellement. Si un jour nous nous trouvons en conflit avec l'un d'eux pour X raisons, un sentiment de discorde va être associé à l'image de notre voisin. Nous ne vivrons plus du tout notre relation de la même façon. Nous allons commencer à penser sur lui et ces pensées vont s'agglutiner pour former une unité psychique nouvelle, un sentiment nouveau. Lorsque plus tard nous verrons le voisin en question, ou lorsque nous y penserons, tout ce qui a été lié à lui se trouvera présent dans l'unité psychique, c'est-à-dire le sentiment. C'est cette unité psychique de nature mémorielle qui forme l'écran mental dont il est question.
Nous voyons que tout ce que nous allons vivre en termes d'événements, mais aussi les idées et les pensées que nous allons émettre, vont jouer un rôle important dans le phénomène d'écran mental. Il est important de ne pas avoir de pensées ayant comme base des ressentiments, des idées arrêtées ou erronées, des sentiments personnels. En effet, nos pensées vont s'appuyer sur ces bases et, par le pouvoir du son, des mots, des images, nos sentiments vont prendre puissance et s'intensifier. Ceci est gravissime car ce sont les relations humaines qui sont en jeu dans notre vie de tous les jours. Et cela concerne l'humanité tout entière. Des pays, des communautés, des ethnies sont en conflit depuis des lustres, entraînant guerre, souffrance et atrocités. Nous pouvons imaginer les écrans mentaux, les véritables murs de ressentiment existant dans les consciences des êtres humains touchés par ce phénomène. Nos pensées nourrissent nos sentiments à la petite cuillère et densifient les écrans mentaux. Les pensées sont faites de mots, d'images, d'idées, de ressentis, d'intensité, et ces éléments de la vie sont de l'énergie vibratoire. Nos pensées sont telles des briques que nous ajoutons au mur de nos sentiments, et celui-ci s'épaissit à chaque nouvelle pensée. Nous sommes responsables de ce que nous allons vivre et ressentir lorsque nous verrons et penserons à des personnes. Nous sommes également responsables de notre propre vision du monde. Les écrans mentaux sont les causes des divisions existantes entre les êtres humains. Des sentiments d'aversion, voire des haines, construites sur des événements tragiques du passé, peuvent ainsi durer indéfiniment et se transmettre de génération en génération, rien qu'avec des mots et des images du passé. Si nous voulons comprendre un peu la mémoire, ce que nous appelons les traces laissées, il est important que nous assimilions le fait qu'un être humain est énergie et que tout ce qui est vécu s'imprime à tous les niveaux de son individualité. Ainsi, nos instants de vie vécus s'impriment dans les cellules de notre corps, les organes, le cerveau, mais également dans notre dimension affective, puis dans notre intellect. Le quatrième niveau de conscience est le plus subtil, le plus pur de tous. Il est celui qui élève la conscience, apporte une vision claire des choses, il purifie et bonifie l'individualité. Il désagrège les basses vibrations égocentriques humaines. Il s'agit de la conscience spirituelle, celle où nous nous trouvons à cette seconde, maintenant que nous nous tournons vers la vie. La dimension spirituelle a son propre champ de conscience et celle-ci, comme toutes les autres dimensions, est dotée d'une mémoire. Il est important de réaliser que nous sommes des êtres multidimensionnels et qu'en chacune de ces dimensions réside un champ mémoriel. Comment pouvons-nous vivre libres de notre mémoire, libres des écrans mentaux, de ces réflexes mémoriels puissants qui se sont mécanisés en nous? En faisant ce que nous faisons à cette seconde, en étant attentifs et dans l'éveil, en remettant en question nos idées, nos sentiments, nos habitudes corporelles, nos réflexes, nos mécanismes de vie, dès lors que nous voyons l'incohérence, la violence, l'égocentrisme, toutes ces choses qui nous tirent vers le bas. La lumière de conscience a le pouvoir de transformer les structures du passé, de désagréger les écrans mentaux conçus dans les ténèbres. La lumière de conscience
a le pouvoir de créer une véritable métamorphose chez un être humain. Si toutefois celui-ci aspire à un véritable et profond changement. Ça va être important de voir qu'il y a un filtre, comme tu dis, et que ce filtre, c'est de la mémoire, et que ce filtre crée le fameux rideau dont tu parlais tout à l'heure, et que on n'est pas en relation. On est en relation pas avec le monde, mais avec ce qu'on pense du monde, avec comment on voit le monde. Eh bien, quand on commencera à regarder la nature de la vie en nous, alors on verra le monde tel qu'il est dans sa nature, puisque le monde autour de moi, c'est la vie. Un arbre, des gens, c'est la vie, ils sont vivants. Mais si les êtres humains ne comprennent pas la nature de la vie, ils ne voient pas la vie autour d'eux. Ils voient ce qu'ils pensent de la vie, leurs sentiments relativement à ce qu'ils voient. C'est comme à travers de notre conditionnement. Voilà, exactement. Tu vois, on voit un Russe, on voit un Allemand à travers... On a appris... Voilà. On nous a appris ce qu'était un Allemand, un Russe, ou ci ou là, et quand un Russe ou un Allemand se présente, on n'est pas en relation, on n'est pas comme un enfant, on n'est pas ouvert à l'intérieur. Il y a ce que on a construit, ce qu'on nous a dit, le conditionnement, et on voit ce monde à travers notre conditionnement. Et ça, c'est quelque chose, c'est un réflexe qui est très puissant. C'est un réflexe qui est mécanique. Si on n'est pas conscient au moment où la chose se passe, on ne prendra jamais conscience de ça. On ne saura même pas que ça existe. Ça se produira et puis c'est tout. On le vivra dans l'inconscience. Si maintenant je pense que je suis ceci, et que je ne le remets pas en question, ceci ou cela, je vais toute ma vie penser que je suis ceci, et pas cela. Et qu'il y a moi, il y a l'autre, et que moi je suis ceci. Alors on s'identifie la plupart du temps à notre position sociale. Moi je suis ceci, l'autre il est cela, et patati et patala, et puis voilà, on fait une échelle. Et on n'a plus conscience de l'essentiel, c'est-à-dire nous sommes des êtres vivants. On n'a plus conscience d'avoir un être humain en face de soi. Et puis, voilà. Bon, alors s'il y en a un qui est dans l'échelle un peu plus au-dessus, là, on va baisser la tête. Et puis, s'il y en a un autre qui est en dessous, alors là, voilà, on va faire le pan. Bien, ça, c'est un conditionnement. Ce n'est pas la vie. Et ben, maintenant, tout va dépendre de comment vit le conditionnement, la personne. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on parle du bocal maintenant. On parle de quelque chose qui saute sur nous dès qu'on se lève le matin, dès qu'on part, dès qu'on est un petit peu face au monde, ou même qu'on est à la maison et qu'on pense, et qu'on est dans notre bocal. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que ce conditionnement, ce sont des traces laissées. Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire de ces traces laissées? C'est un résidu. On vit dans notre dépotoir quand on est dans le mental. On est dans des résidus. C'est ce qui reste de ce qu'on a vécu avant. Voilà. Alors bien, la mémoire nous aide à vivre. Hein? Je ne suis pas en train de dénigrer la mémoire. Mais ce qui est terrible, c'est ce retour, ce rabâchage et ce retour incessant à nos idées, à nos sentiments, et cette impossibilité d'être libre à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose de terrible. Cette
liberté qu'on commence à découvrir lorsque le mental s'apaise. Et on commence à percevoir qu'il y a un espace, un grand espace, Jean-Marc, dont tu parlais tout à l'heure. Oui, c'est un grand espace, c'est une énergie. On peut dire que pour moi, c'est une énergie nouvelle. Et comme je te disais tout à l'heure, quand cette énergie a suffisamment d'intensité, à ce moment-là, le mental est complètement neutralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de mots, plus du tout de pensée. Et là, on est en relation, parce qu'on est libre du mental. Parce que finalement, ce que tu disais il y a une minute, c'est qu'on n'est pas libre du mental. On subit ce mental qui rabâche. Alors on peut être identifié à ce rabâchage mental. La plupart du temps d'ailleurs, on est identifié. Et puis parfois, on se dit mais qu'est-ce que je raconte, ou j'en ai marre de ce mental qui vient tout le temps me déranger, j'arrive pas à l'arrêter, j'en ai assez, je ne sais pas quoi faire. Donc voilà, il y a c'est un peu les deux attitudes que j'entends beaucoup et puis que je vis moi aussi en dedans de moi. Soit je suis complètement identifié, soit je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, pourquoi ça ne s'arrête pas, voilà. Mais quand la présence, cette énergie dont je parlais tout à l'heure est là et qu'elle rayonne ce qu'elle est à ce moment-là et qu'elle a suffisamment d'intensité, à ce moment-là le mental sonore, cette voix qui parle, elle est complètement neutralisée. Elle se tait totalement. Et là, on est complètement en relation avec tout ce qui est autour de nous. On est dans une bulle, vraiment une bulle de paix, de calme, de silence, de bien-être. Voilà, on est heureux, on est bien, il n'y a aucun problème. Tous nos problèmes. D'ailleurs, quand on est dans cette bulle, on se rend compte qu'il n'y a pas de problème en dehors du mental. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de problème en dehors du mental. Mais nous, quand on est pris dans le mental, on a l'impression que les problèmes sont à l'extérieur. Et quand on vit la présence de cette énergie nouvelle et qu'on est dans son rayonnement et que le mental est neutralisé, c'est là qu'on prend conscience qu'il n'y a pas de problème en dehors du mental. Et ça, c'est une libération incroyable, parce qu'on est dans la paix et tout en nous est en harmonie, notre corps physique est en harmonie avec cette énergie. Pourquoi ? Parce qu'on sent le corps se détendre petit à petit. Il n'y a plus de tension, de crispation, de crampes, tout ça, ça disparaît. Et puis notre esprit, donc le mental, se tait, notre esprit est libre et notre sensibilité, elle est dans la paix. Donc tout notre être est en harmonie. Et moi je souhaite à tout le monde de vivre cette présence et son rayonnement. Voilà, ça c'est très important à dire, quoi. Oui, on parle, lorsqu'on regarde un peu le monde des hommes, on voit que c'est très violent. Mais lorsqu'on a accès à cette présence, on découvre que cette dimension de la présence a un rayonnement. Et ce rayonnement, il est humain, il est amour. Et tout de suite, on se dit, mais si l'humanité avait accès à cette dimension, et si elle pouvait être touchée par cette dimension et vivre à travers cette dimension, le monde serait sauvé. Il n'y aurait plus de pollution, il n'y aurait plus de... Aucun être humain n'oserait faire du mal à la terre, aux animaux, l'homme serait rayonnant de sensibilité et d'amour. Voilà. On ne peut plus faire de mal à personne quand cette présence est là. Et il y a une évidence que les êtres humains sont fondamentalement cette présence. Ils ne sont pas le mental.
ils ne sont pas les instincts. Ils sont fondamentalement cette présence qu'on peut dire divine et qui est là, au fond de chaque être humain, lorsque le mental cesse, lorsque nous n'avons plus de désir, plus d'instinct prédateur, lorsque tout ça... Alors, tu me disais une chose, c'est que tout à l'heure, c'est que la présence désagrège complètement le mental. C'est ça. Lorsqu'on est dans la présence, le mental ne peut plus s'exprimer. Il est une résurgence de nos résidus, de notre mémoire. Mais on découvre que la présence, elle est la vie. Elle est un rayonnement de vie. Et dans ce rayonnement de vie, comme tu l'as très bien dit, il y a une lumière, il y a une douceur, il y a une paix et il y a l'amour. Si les êtres humains vivaient à travers cette présence, nous serions tous à l'écoute, tous sensibles les uns aux autres, comprenant que notre fondamentalité est cette présence. Des mentalités, on en voit des milliers. Il y a des diverses mentalités, des mentalités qui ont une forme, voilà, suivant un pays, suivant un conditionnement, il y a des mentalités, voilà. Mais la présence, elle, il n'y a pas 10 000 présences. Il y a la présence. La présence. Elle n'a pas de forme. Elle n'a pas... On peut pas... On dit un mot dessus. Mais il faut bien nommer quelque chose, il faut bien lui mettre un mot, mais elle n'a pas de mot. Elle est quelque chose qui s'ouvre, un espace. Et dans cet espace, il y a un rayonnement. Alors, on va dire de paix, de joie, d'amour. C'est à ça qu'il faut, c'est vers là qu'il faut aller. C'est vers la vie, ça c'est la vie. Mais le mental, le conditionnement avec les gens, la vie c'est comme ça, qui ont des idées sur tout. Bien, vous voulez avoir des idées sur tout. Eh ben, chaque idée a son contraire. Vous aurez raison d'un côté, et puis quelqu'un viendra, puis vous dira l'opposé, et il aura raison lui aussi. On ne peut pas, les idées, c'est des choses isolées. Alors il faut aller vers, je dirais, même dans notre vision du monde, vers l'unité. Parce que cette présence, elle est unité. Elle est, si Jean-Marc vit dans la présence, on se rejoint. Si un autre vient, il est dans la présence, qui s'appelle Krishnamurti, qui s'appelle Christ, qui s'appelle Bouddha, on est dans la présence. On est en relation dans la présence. Alors ça, c'est quelque chose, comme tu disais tout à l'heure, qu'on a envie de dire au monde. Dire, mais c'est là. Comment vous voulez vivre? Vous voulez vivre avec des lance-pierres, en conflit permanent, on se dit, mais quoi, on va où comme ça? Eh bien, on va vers une destruction du monde, ce qui est évident. Chacun voulant dominer, chacun tirant la couverture à lui. Chacun étant poussé par des forces qui n'ont rien à voir avec la vie. La présence, c'est la vie. Alors évidemment, il y a des regards à porter et il y a une grosse remise en question de soi, de ce qui bout dans notre marmite, pas chez les autres. On ne va pas regarder les petites choses qu'il y a chez l'autre, on va regarder les choses énormes qu'il y a en nous. Cet orgueil, la vanité, l'appréhension, la domination, et moi je, bien. Si la personne
est heureuse là-dedans, eh ben qu'elle y aille. Mais il y a un moment donné où on est malheureux. Voilà. Et ça, c'est un signe de maturité chez un être humain. Quelqu'un qui est malheureux de ressentir ces choses en lui qui ne sont pas bonheur, c'est pas du bonheur, ça. Ça, c'est de la guerre, c'est du... On met le couteau entre les dents et puis on a des petits plaisirs. On se bat beaucoup et puis on a des petits plaisirs des fois. Des fois, on gagne. Voilà. On gagne, alors, moi, voilà. Mais il faut se battre beaucoup. Et puis, on se prend des coups, et puis ci, et puis là, puis ça donne ce qu'on voit dans notre société, dans notre monde. Et évidemment, alors, des gens comme Krishnamurti, Eckhart Tolle, le Christ, Bouddha, tout ça, ils viennent et ils essayent de parler de tout ça. Ramana Maharshi, Krishnamurti, Ramakrishna, il y en a beaucoup qui sont venus. L'Inde a eu un passage très puissant spirituellement. Voilà, alors ces gens essayent de parler, quand on a une expérience de cette nature et qu'on se dit mais c'est là en nous, c'est pas dehors, on n'a rien à faire. On n'a pas à faire quoi ? Nous, on a l'habitude de résoudre nos problèmes en solutionnant un problème, en faisant quelque chose. Ben là, il n'y a rien à faire. Juste prendre conscience. Voilà. Ce que fait un bébé quand il vient sur Terre. Il a les yeux ouverts, il regarde ce qui se passe et il prend conscience. Alors la conscience, évidemment, elle est le pouvoir suprême. C'est elle qui va mettre de la lumière en nous. Et chaque perception, chaque grain de lumière va concevoir un nouveau regard, un nouveau champ de conscience. Lorsqu'à l'âge de 17 ans, j'allais voir mon guide Albert Vallée, il me demandait sans cesse de ne pas me contenter d'une simple écoute à ses paroles. Il insistait pour que je porte mes propres regards dans la dimension intérieure de l'être afin de voir par moi-même et de vérifier si ce qu'il disait était juste. Bien que l'écoute soit nécessaire et que l'aide verbale ou livresque soit incontournable, surtout lorsque nous commençons un chemin, pour lui l'essentiel résidait dans l'acte d'éveil, le fait d'être attentif et conscient face à soi-même. Tout au début, lorsqu'il me demandait de porter des regards à l'intérieur, je me trouvais face à un mur de ténèbres, une montagne noire, obscure et impénétrable. Je ressentais et pressentais des forces, des pulsions, des instincts, des entités en moi. J'étais conscient du chaos indescriptible qui régnait dans la dimension intérieure de l'être, mais aucune perception, aucune vue claire ne me révélait la nature de ces choses. J'étais face à une masse obscure et impénétrable. Je me voyais tel un petit bouchon de liège, tentant de flotter et de survivre dans un océan déchaîné face à des forces qui le dépassaient. Néanmoins, je savais intuitivement que tout se passait ici, à l'intérieur, en ce lieu intime de l'être. L'éveil était là, l'attention était là, la conscience tournait immanquablement vers l'intérieur. Ce message s'adresse tout particulièrement à ceux et celles qui commencent un chemin. Il est essentiel de comprendre, lorsque nous portons des regards à l'intérieur, qu'il y a des phases d'évolution dans le fait de prendre conscience. Au début, nous portons des regards
mais ne voyons rien que de vagues reflets. C'est la phase des perceptions inconscientes. Même si rien de particulier ne semble se passer, néanmoins la lumière, elle, commence sa lente avancée dans les ténèbres. À l'image d'une aube naissante, les premières lueurs de la lumière de conscience entrent au fur et à mesure dans notre dimension intérieure. La phase des perceptions inconscientes a commencé. Les perceptions conscientes, quant à elles, vont jaillir tels de petits éclats de lumière, révélant au fur et à mesure la nature des phénomènes. Voilà pourquoi il est crucial de maintenir l'éveil et de continuer à se pencher sur les phénomènes en nous, aussi vagues puissent-ils paraître. Les perceptions, ces petits diamants si précieux de la conscience, vont naturellement commencer à créer des zones de lumière, formant ainsi un nouveau champ de conscience, un nouveau regard. Bien qu'il ne voie rien dès les premières heures de sa naissance, la conscience du bébé est tournée vers les excitations du corps, où la phase des perceptions inconscientes a commencé. Un être éveillé qui a accompli un chemin spirituel est toujours totalement neuf et ouvert en esprit, tel le bébé lorsqu'il observe quelque chose de nouveau et d'inconnu. Il passe immanquablement par la phase des perceptions inconscientes avant de voir jaillir en lui les éclats de lumière des perceptions conscientes. Pour tout chercheur, le secret de la conscientisation se trouve ici. Tourner son esprit et porter des regards dans la dimension intérieure de son être, garder un esprit dans l'éveil, attentif, ouvert, libre du mental et de la mémoire, face aux phénomènes qu'il observe en lui, tel un bébé face à la vie. Si nous pensons « moi j'ai beaucoup d'expérience, moi je sais beaucoup de choses, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela », alors nous sommes morts avant de naître spirituellement. Comme le bébé qui prend conscience du monde. Au début, il voit pas le bébé. Et puis petit à petit, voilà, il y a quelque chose qui fait que à un moment donné, il voit à 20 cm, à 30 cm, à 1 mètre. Et puis après, il fait des sourires. Parce qu'il voit. Mais au début, il est comme ça, il a les yeux, il ne voit pas. Mais la lumière est là, il prend conscience. Et quand il voit, voilà, là il y a quelque chose de... Il y a des sourires, il y a des... Et c'est qui fait... Quoi a fait ça? Qui fait ça? La lumière, la conscience. Il se passe des choses en nous. Eh bien, si maintenant on se sert de ce pouvoir suprême, qui est de prendre conscience, si on le dirige à l'intérieur, qu'on se remette, parce que évidemment c'est nous qui devons nous remettre en question, alors des choses vont se passer. On va se libérer de cette emprise du mental, de cette emprise de nos conceptions, de nos idées. Quelque chose derrière tout ça va émerger. La paix, la lumière, l'amour, la sensibilité, l'écoute, la plénitude. Alors on peut se dire, oui, mais moi je veux des plaisirs, moi je veux quand ça... Ça c'est autre chose. Si vous voulez que ça... Alors si vous voulez du frottement, allez-y, vous aurez du frottement, on va manger, on va moi, voilà, on frotte là aussi, on répète. Voici, voilà. C'est comme durci.
Eh oui. Alors ça, c'est terrible. Parce que ça devient solide, tout ça. Comme un corps. C'est vraiment comme on crie à Une forme. notre corps. À notre corps, exactement. Qui après Eh oui, a une grande influence sur nous. Il a une grande influence, il a beaucoup de densité. Il y a des gens qui sont, on les sent très denses dans leur ego, dans leur moi. Comment on peut faire? Eh bien, il faut qu'ils s'usent, il faut qu'ils se fatiguent, il faut qu'ils souffrent dans leur ego, dans leur moi, et qu'à un moment donné, ils se tournent vers la vie et qu'ils se disent, mais il n'y a pas autre chose derrière tout ça. Est-ce qu'on va vivre éternellement dans cet espace sombre, étroit, où on est toujours en réaction, toujours en attention, mon image, mes plaisirs, mes jouissances, moi, attention, le regard qu'on porte sur moi. À côté de qui vous préférez être? Les enfants, on aime beaucoup les enfants. Mais pourquoi on les aime? Parce qu'ils sont spontanés, ils sont libres. Mais quelqu'un qui a voilà, qui est dans son schéma, dans ses idées, il n'y a plus beaucoup de charme. On n'est pas beaucoup dans le charme, hein, tu sais. On voit des gens passer, voilà, ils sont leur... ils ont mis le pilote automatique, et puis ils réfléchissent même plus, ils sont pris dans leur conception, et puis il n'y a plus... Mais voilà, et c'est là où ça va être difficile. C'est triste d'une certaine manière, hein, quand même, de voir ça. C'est du gâchis, quoi. De voir qu'il y a tellement peu d'espace dans ces êtres, ou de liberté intérieure vis-à-vis du mental, et puis des entités du mental qui mènent la danse, que la lumière n'a presque plus le droit de citer. C'est ça que ça veut dire, en fait, dans ces êtres-là. Donc c'est triste de voir ça aussi, d'une certaine façon, quoi, tu vois. C'est dommage, c'est du gâchis. C'est une vie gâchée d'en arriver à ce point-là, de voir des êtres qui sont réduits à un état de robot, ou qui sont devenus trop mécaniques. Il n'y a pas de place pour la lumière, c'est terrible.